Entrez avec moi dans un monde où la possession d'un simple clou peut signifier la liberté, et où une mèche de cheveux peut devenir une arme de résistance psychologique. Imaginez une cellule de la Bastille ou de la conciergerie au cœur du XVIIIe siècle. Les murs de pierre font 3 mètres d'épaisseur, le silence est lourd comme un linceul, et l'obscurité n'est rompue que par la lueur vacillante d'une bougie suintante. Dans ce vide absolu, l'administration pénitentiaire n'a qu'un seul but, vous briser. Pour y parvenir, elle ne se contente pas de vous enfermer, elle tente de vous effacer en vous privant de tout ce qui fait de vous un être humain. C'est ici que commence la guerre des objets. Ce que nous appelons aujourd'hui contrebande était, sous l'Ancien Régime, une question de survie spirituelle et physique. Un objet interdit n'était pas nécessairement une dague ou un pistolet. Parfois, le crime le plus grave qu'un prisonnier pouvait commettre était de posséder de l'encre et du papier. Pourquoi ? Parce que dans la solitude d'une cellule royale, le mot était plus dangereux que l'acier. Priver un intellectuel, un philosophe ou un opposant politique de quoi écrire, c'était lui arracher sa voix, le condamner à une mort intellectuelle avant même que le bourreau ne s'approche. Pourtant, malgré la surveillance constante des geôliers, malgré les fouilles au corps humiliantes et les cachots punitifs, les objets interdits circulaient. Ils entraient cachés dans les doublures de vêtements, dissimulés dans des miches de pain ou passaient de main en main grâce à la corruption des gardiens, ces hommes souvent aussi misérables que ceux qu'ils surveillaient. Chaque objet introduit était un acte de rébellion, une petite victoire de la volonté humaine sur la pierre et le fer. Mais avant de découvrir les ingéniosités parfois terrifiantes des bagnards et des prisonniers d'État pour tromper la vigilance de leurs gardes, prenez un instant pour vous immerger dans cette atmosphère. Si vous aussi, vous sentez cet appel des profondeurs et des secrets que l'histoire officielle tente de dissimuler, rejoignez la communauté de Ombravox. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et ne laissez plus jamais l'ombre gagner sur la vérité. À bientôt dans l'ombre. Dans les prisons de haute sécurité de l'époque, comme la forteresse de Vincennes ou la Bastille, la hiérarchie des objets interdits y suivait une logique implacable. Pour les prisonniers de haut rang, le plus grand luxe, et donc le plus strictement interdit, était le contact avec le monde extérieur. On fouillait chaque plat, on découpait chaque fruit envoyé de l'extérieur à la recherche d'une minuscule note, d'un billet clandestin. Mais le génie humain n'a pas de limite quand il s'agit de briser le silence. Saviez-vous que certains prisonniers utilisaient tout leur propre sang comme encre ? Faute de plumes, ils taillaient des morceaux de bois ou utilisaient des os de poulet récupérés lors de leur repas. Le papier, lui, était remplacé par les marges des livres autorisés ou même par les draps des lits. On a retrouvé des mémoires entières écrites sur des morceaux de tissu cachés pendant des années sous les dalles des cellules. Ces textes interdits étaient les témoignages de ceux que le roi voulait faire oublier. Ils racontaient les complots de Versailles, les injustices des tribunaux et la lente agonie de l'âme dans l'isolement. Mais il y avait plus troublant. Parmi les objets interdits les plus recherchés, on trouvait les miroirs. Dans les cachots les plus sombres, on craignait que le prisonnier ne finisse par ne plus reconnaître son propre visage. Se regarder dans un miroir, c'était se souvenir que l'on existait encore. L'administration considérait cela comme un acte de vanité dangereux, une manière de maintenir une estime de soi que le système carcéral voulait anéantir. Un petit morceau de verre poli, passé clandestinement à travers une porte, valait parfois plus qu'une bourse d'or. Et que dire des instruments de musique ? Interdire la mélodie, c'était imposer le silence de la tombe. Pourtant, on a retrouvé des flûtes rudimentaires sculptées dans des pieds de chaises, des sifflets fabriqués avec des noyaux de fruits. Chaque son produit était un défi lancé à l'autorité. Si ces récits de résistance par l'objet vous fascinent, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. C'est votre soutien qui permet à Ombravox de continuer à fouiller les archives pour déterrer ces histoires de courage et d'ingéniosité. À bientôt dans l'ombre. Quittons maintenant les cellules de pierre de Paris pour les côtes brûlantes de Toulon, de Brest ou plus tard de la Guyane, le bagne. Ici, la prison n'est pas un bâtiment, c'est une condamnation aux travaux forcés, une vie de bête de somme sous un soleil de plomb. Dans cet enfer, les objets interdits changent de nature. On ne cherche plus seulement à écrire ou à se regarder, on cherche à survivre et surtout à s'évader. C'est ici qu'apparaît l'objet le plus ingénieux et le plus terrifiant de l'histoire carcérale française. Le plan. Imaginez un petit tube en métal, souvent en cuivre,
ou en fer blanc, long de quelques centimètres. À l'intérieur, les bagnards y cachaient leurs biens les plus précieux, des pièces d'or, des limes de montre, des aiguilles ou des messages codés. Mais où cacher un tel tube quand on est presque nu, couvert de haillons et fouillé plusieurs fois par jour? La réponse est d'une brutalité sans nom. Le bagnard l'insérait dans son propre corps, dans son rectum. Porter un plan pendant des mois, voire des années, était une torture physique constante. Cela provoquait des infections, des douleurs atroces, mais c'était le prix de l'espoir. Avec l'argent caché dans son plan, le bagnard pouvait corrompre un garde, acheter du tabac, une autre denrée interdite et vitale, ou financer une tentative d'évasion à travers la jungle ou la mer. Le plan était la banque privée du condamné, son coffre-fort intime que personne, pas même le plus cruel des surveillants, ne pouvait atteindre sans une violence extrême. À côté du plan, on trouvait les fines, des lames de scie miniatures capables de trancher les chaînes les plus lourdes en quelques nuits de travail acharné. Ces lames étaient souvent dissimulées dans les semelles des sabots ou même cousues à l'intérieur de la peau, dans des scarifications que les bagnards appelaient des caches. La chair devenait elle-même un compartiment secret. On est ici bien au-delà de la simple possession d'objets. On est dans une fusion entre l'homme et l'outil de sa liberté. Enfin, il y avait les objets interdits qui touchaient au sacré ou au définitif. Dans une France profondément catholique, priver un condamné d'un crucifix ou d'un chapelet était une pratique courante pour les prisonniers au secret. On craignait que la religion ne donne aux prisonniers une force morale trop grande, une espérance que la prison ne pourrait pas briser. On a retrouvé dans les murs des cellules des croix gravées avec des ongles, des images pieuses dessinées avec de la suie et de la graisse de cuisine. Et puis il y avait l'objet ultime du désespoir, le poison. Pour beaucoup, l'objet interdit le plus précieux était celui qui permettait de choisir sa propre fin plutôt que de subir celle ordonnée par la loi. Des fioles minuscules, des poudres dissimulées dans des bagues ou des talismans. Posséder du poison, c'était reprendre le contrôle sur son propre corps, c'était dire au roi « Vous avez ma liberté, mais vous n'aurez pas mon agonie ». Les prisons françaises ont toujours été des théâtres de cette lutte acharnée entre l'interdiction et l'invention. Chaque objet que nous avons évoqué aujourd'hui est le vestige d'un combat pour la dignité. Que ce soit la plume du philosophe à la Bastille ou la lime du bagnard à Cayenne, ces objets nous racontent une histoire que les rapports officiels ne disent jamais. Celle de la résistance de l'esprit humain face à l'oppression totale. La forteresse a peut-être changé de visage, les chaînes sont peut-être devenues numériques, mais le désir de posséder ce qui est interdit, de garder une part de secret, reste le propre de l'homme. Merci d'avoir partagé ce voyage dans les recoins les plus sombres et les plus ingénieux de notre passé. Votre curiosité est ce qui permet à ces voix étouffées de résonner encore aujourd'hui. Prenez soin de vous, restez attentifs aux détails que les autres ignorent et n'oubliez jamais de regarder ce qui se cache sous la surface. À bientôt, dans l'ombre,